Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonsoir. On ne peut vraiment pas dire qu'il n'y a pas de nouveau en Algérie. Il y en a même tous les jours, à un point où rien ne fait plus l'événement, y compris les bouleversements les plus extrêmes. Mais curieusement, et c'est du neuf qui glisse sur l'actualité sans effet notable sur l'opinion publique, qui ne change rien à la situation. En tous les cas, qui ne semble interpeller personne, dans une ambiance où la société civile est en léthargie, que dis-je, dans le coma. Ces derniers jours ont ainsi été riches en événements de toutes sortes. Maintien du général Ben Hadid de son fils en détention, Arab qui persiste et signe et soutient mordicus que le régime veut l'incarcérer, arrestation musclée du journaliste et militant des droits de l'homme Hassan Boras, fermeture d'Al Watan TV, intimidation tout azimut de personnalités publiques, mise à la retraite en chaîne d'une pléthore de généraux du DRS, envoi de signaux très forts à une presse sidérée, comme si le régime voulait instaurer une sorte de sieste générale en prévision du processus référendaire censé venir approuver une constitution dont on ne sait encore rien de ces nouvelles dispositions, des nouvelles dispositions qui lui ont été concoctées. Et c'est ainsi. Rien ne bouge. Calme plat, aucune voix discordante, du moins aucune voix discordante qui soit audible. On ne sait plus si tous ces événements qui se précipitent ainsi continueront à s'échouer dans la boue des jours ou s'ils ne font que s'accumuler pour venir un jour défrayer la chronique de façon qui pourrait poser problème à ce moment-là. On n'en sait encore rien en l'état des choses. À un moment où rien ne filtre, pas même les habituelles fuites organisées par le régime lui-même. Pour de nombreux observateurs, dont l'un des plus éminents est avec nous aujourd'hui, beaucoup pensent que cette frénésie qui semble s'être emparée du sérail n'est pas évaluée à sa juste mesure, autrement qu'en surface, par des médias qui semblent faire dans la lecture ambivalente, pour le moins, en plus d'être très superficielle. Fodel Boumala, écrivain, journaliste et analyste politique, sera donc avec nous aujourd'hui pour nous livrer sa vision de la situation. Aujourd'hui, TSA. Khaled Bourayou, avocat. La justice est instrumentalisée au profit du clan le plus fort. Par Hajer Gnenfa. El Watan. Les journalistes d'El Watan El Jazairiya TV saisissent la justice. Par Méziane Abben. Le matin, Algérie. Le journaliste et militant des droits de l'homme Hassan Boras est en grève de la faim. Par Yassine K. Comme je viens de le dire dans cette courte introduction, le problème n'est pas seulement dans l'absence d'événements, il y en a trop, tous les jours. C'est dans une absence totale de réaction de la société civile. Et lorsqu'il y a lecture des événements par les uns et les autres, par les médias aussi, il y a un traitement pour le moins discutable de la part des uns et des autres. Ça veut dire que nous n'avons pas de véritable lecture en profondeur de ces événements. Nous ne savons pas ce qui les a provoqués vraiment. Nous ne savons pas pourquoi, vers quoi ils vont, vers quoi va donc la société civile. Qui sont ces gens qui, derrière les leviers décisionnels les plus importants, sont en train de donner la direction à l'événement. Donc Fodel est avec nous au téléphone. Fodel Boumala, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est Jamel. Alain Bek, nous continuons d'essayer de vous avoir en Skype, mais en attendant, donc comme vous êtes le seul invité, nous vous recevons par téléphone en attendant de pouvoir rétablir cette connexion.
Fodil Boumala, avant d'en arriver à l'analyse des événements de l'actualité de la semaine passée, que vous inspire cette léthargie, j'allais dire, de la société civile, ce curieux traitement par les événements, par une presse qui ne va pas en profondeur, qui ne nous explique rien en fait? Est-ce que vous pouvez nous dire votre avis? Alors, il faudrait peut-être aller au-delà de l'événementiel et des crises apparentes de la situation en Algérie. Il est clair que, contrairement à beaucoup d'expériences de nations qui ont vécu, qui sont passées par des crises de régime politique, des crises de guerre civile, de situations de violence extrême, etc., il est clair que dans le cas de l'Algérie que nous connaissons depuis maintenant une quinzaine d'années, il est clair que la situation est traversée par ce que j'appelle, moi, dans un article qui paraîtra dans quelques jours, ce que j'appelle les trois grands statu quo. L'Algérie passe par un statu quo extrêmement dangereux à l'échelle de l'élite dirigeante en guillemets, c'est-à-dire du pouvoir politique du régime d'Alger. Elle passe par un statu quo au niveau du peuple qui, blasé par les différentes situations, les différentes crises, les différentes violences qu'il a subies aussi bien de ses partenaires au sein de la société que par le pouvoir lui-même depuis maintenant 60 ans, ainsi qu'un troisième type de statu quo qui est celui des élites intermédiaires. Dans toutes les situations du monde, aussi bien dans les régimes totalitaires que dans les régimes en transition vers les démocraties, il y a eu toujours, dans toutes les expériences en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Europe centrale, comme dans la zone ibérique en matière d'expérience de transition démocratique, il y a toujours eu une élite, un panel, un groupe, un de ces trois constituants de l'ensemble du pays qui bouge. C'est-à-dire, si le pouvoir est totalitaire, il vit une situation de statu quo, il ne veut pas bouger, il impose son dictat par la violence, par la corruption, etc., comme dans les différents exemples qu'ont connus les pays latino-américains ou l'Europe de l'Est ou les pays satellitaires de l'ex-Union soviétique. Il y a une élite intermédiaire qui fait bouger, à l'instar par exemple de l'élite polonaise qui est ralliée au mouvement ouvrier, pour faire bouger l'ensemble de la machine. Si les élites intermédiaires vivent également le statu quo, elles ne bougent pas pour des raisons multiples, etc., il y a toujours des mouvements intrinsèques au sein de la société qui provoquent et qui produisent de nouvelles élites alternatives qui, à un moment donné, imposent une certaine dynamique à la société. Mais dans toutes les expériences que j'ai eu la chance d'étudier, soit en Amérique du Sud, soit en Asie du Sud-Est, soit dans la zone ibérique pour l'expérience de la transition espagnole ou portugaise ou même grecque, ainsi que les expériences à côté en Afrique, il n'y a jamais eu de situation où les trois panels qui constituent l'ensemble du PAC arrivent au même moment à un stade de statu quo collectif. C'est le cas de l'Algérie aujourd'hui. Nous sommes dans une impasse, au-delà des agitations par-ci par-là, au sein du pouvoir, les quelques bousculades au sein des services de renseignement, au sein de la présidence de la République, au sein de l'armée, au sein des partis politiques qui font l'appui principal du pouvoir, comme l'administration d'ailleurs. Au-delà de ces agitations, ainsi que des agitations de quelques partis politiques par-ci par-là, la caractéristique principale de ce que vit l'Algérie aujourd'hui comme panne historique, ce sont justement ces trois statu quo qui, malheureusement, sont arrivés en même temps dans une situation des plus gravissimes en Algérie. C'est pour cela que, dans votre introduction, vous avez parlé en même temps de neuf, de statu quo et de rien qui ne bouge. Et ça me rappelle une anecdote, juste pour revenir à l'anecdote en Algérie, ça me rappelle une phrase célèbre de Socrate, c'est-à-dire de Ben Habib, l'ancien président du Conseil. Abdelmalek Ben Habib, oui. En réponse à une question, sur la question du changement en Algérie, il a parlé du statu quo. Il a dit seul le statu quo en Algérie est caractéristique du changement.
C'est-à-dire on est arrivé où le statu quo est devenu, par la voie de l'agitation, par la voie de la manipulation et du mensonge institutionnalisé, le statu quo lui-même est devenu une forme de changement. Mais Fodel Boumala, qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, venir chambouler, rompre ces statu quo dont vous nous parlez et propulser la société civile vers ce rendez-vous avec elle-même que tout le monde semble attendre? Alors, dans le cas de l'Algérie, en termes de sociologie politique, et malheureusement pour nous, il faudrait qu'on le dise, qu'on le débatte sérieusement, dans toute la transparence nécessaire et surtout dans toute la franchise, nous véhiculons un ensemble de messages, un ensemble de discours politiques, intellectuels, médiatiques, etc., malheureusement à travers un certain nombre de postulats. Ces postulats ont marqué le fonctionnement, dysfonctionnement, le statu quo, la tendance vers le changement en Algérie. Ces postulats, ces axiomes, ces situations du fait accompli sont synonymes de ce qu'on appelle l'État d'un côté, la République, l'économie, la société, l'élite, etc. Nous sommes partis à d'un cas d'école, on nous a fait comprendre que l'indépendance nationale, issue de la guerre de libération nationale, était synonyme d'un État ni une société. Et là, je pourrais également donner des exemples des expériences ailleurs. Parce que moi, mes deux grandes références sont ce que dit la science dans un domaine précis et ce que disent également les expériences des nations. Dans le cas de l'Algérie, l'État n'a jamais été, l'État a de tout temps été empêché de naître. Et cet empêchement de la naissance de l'État a empêché également, et de facto aussi, la naissance de la société. Exemple, le travail qui a été fait par le parti État, c'est-à-dire le PFLN, je dis bien le PFLN, le Parti du Front de Libération Nationale, qui a mis fin à la pluralité politique en Algérie, qui a mis fin à toute alternative politique en Algérie. Le PFLN, avec les appuis des putschistes à l'intérieur de l'armée des frontières, depuis l'indépendance nationale, et bien peut-être avant, on peut empêcher la naissance de ce que devait être un État national nouveau, basé sur un système. Mais justement, Fodel Boumala. Quelle que soit la nature de l'État. Justement, Fodel Boumala, vous venez de prononcer. Fodel Boumala, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Vous venez justement, c'est une question que je voulais vous poser, vous venez de prononcer le mot indépendance. Pourquoi, un demi-siècle plus tard, continuons-nous toujours à prendre, j'allais dire, comme repère cette indépendance, plus de 50 ans plus tard, plus d'un demi-siècle plus tard? C'est comme si nous restions fascinés, figés dans cette étape de notre histoire et qu'on n'arrive pas à se désengager, de voir ailleurs, de parler de la politique de maintenant, de ce qui s'est passé entre-temps. Pourquoi continuons-nous à rester figés, fascinés par cette date, par ce repère historique? La réponse, elle est très simple. La réponse, on la trouve dans justement le fait que ceux qui ont pris le pouvoir, et vous le savez si bien, à l'indépendance dite nationale, en 1962, ils se sont substitués, mécaniquement d'ailleurs, y compris dans les pratiques. Ils se sont juste substitués à une pratique coloniale. Et la démarche elle-même du pouvoir, y compris dans la distribution de la population, y compris dans la cartographie de la géographie humaine en Algérie, y compris dans la répartition des tâches au sein du pouvoir, dans les décisions, dans les lois, etc., etc. Ce sont les pratiques coloniales qui reviennent.
Et par conséquent, la notion d'indépendance, qui n'est pas synonyme d'un côté de libération et de l'autre de liberté, ne peut être une... Ah, Fodel Boumala, est-ce que vous êtes avec nous? Avons-nous perdu Fodel Boumala? Il y a un vrai souci, c'est le problème de l'invité unique. Quand on a un invité unique et qu'on le perd, ça pose problème. Donc, je voulais poser donc cette question à Fodel Boumala parce que c'est vrai que nous restons comme enfermés dans cette étape de notre histoire. C'est un peu comme si le Japon n'envisageait sa situation, son avenir qu'à travers la Deuxième Guerre mondiale, où la France ou la Grande-Bretagne ne pourraient envisager la politique, les grands problèmes sociaux, les crises de l'heure, à travers le seul prisme de la libération de l'Europe par les Alliés. Nous, on ne se pose même plus la question. C'est une phase de notre histoire qui nous sert de, j'allais dire, de cadre et de référent pour évaluer, pour analyser, pour projeter, pour faire de la prospective sur tout. Comme si nous ne pouvions pas avoir une autre posture mentale, une autre attitude sociétale, politique, autre que celle de l'indépendance du pays, de la guerre de révolution, de la confiscation de l'indépendance par l'armée des frontières. Et après tout, c'est peut-être là la réponse, peut-être parce que l'indépendance a été avortée, que le cours de l'histoire a été dévoyé, que le cours de l'histoire a été sorti de son lit, et c'est peut-être pour ça que nous n'arrivons plus à retrouver nos repères, à nous retrouver nous-mêmes face à nous-mêmes pour essayer d'entrevoir l'avenir et notre société à travers la situation que nous vivons maintenant, pas il y a 50 ans. Sinon, est-ce que nous avons Fodel Boumala entre-temps? Alors, nous retrouvons Fodel Boumala, qu'on a perdu, et il est avec nous au téléphone et en Skype. J'espère que nous allons pouvoir le garder. Sinon, Fodel, il faudra faire repartir votre Skype si jamais c'est coupé. Fodel Boumala, aujourd'hui, vous êtes avec nous, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du maintien en détention du général Ben Hadid et de son fils, des déclarations de Rabbarab concernant les intentions du régime, de l'arrestation de Hassan Boras, de la mise à la retraite d'une brochette de généraux du DRS, et nous finirons par la Palestine, ce qui s'y passe en ce moment. Mais avant de vous demander de nous livrer votre lecture sur ces événements, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de la lecture que font j'allais dire, les observateurs de la société civile et la presse de tous ces événements. Alors, franchement, il y a, disons, trois catégories d'intervenants, d'analystes, d'observateurs en Algérie. D'abord, il y a une catégorie qui ne fait que réagir à l'événementiel, aussi bien à la classe politique que les analystes, les journalistes, les analystes et quelques intervenants. Donc, ils ne font que réagir. Au lieu, par exemple, que la classe politique ou le personnel politique agissent en proposant sur le terrain de l'action politique des mouvements, des actions sérieuses, particulièrement des actions radicales, on voit bien que la classe dite politique ne fait que réagir et attend souvent à ce que les militants de la société civile, les militants des droits de l'homme, bougent pour justement ce personnel politique vienne, entre guillemets, accompagner cette dynamique, même si elle est faible, même si elle n'est pas d'une grande portée. Ça, c'est la première catégorie des intervenants en Algérie. La deuxième catégorie, c'est celle qui vient accabler encore plus la société à travers un matraquage médiatique pro-pouvoir, animé par les grandes alliances partisanes
du PFLN, du RND et de tout le cheptel, j'allais dire, qui travaille, qui agit dans le giron du pouvoir. La troisième catégorie, c'est celle qui s'inscrit dans une vision de rupture avec ses pratiques, avec ses actions, avec ses démarches du pouvoir, mais qui, il faudrait le reconnaître, est minoritaire en Algérie. Ça me rappelle une petite anecdote racontée par Abbas Farhat, qu'il a vécu lui-même en fin 1955, après la libération d'Abban Ramdan de prison. Abban avec le colonel Ouamran qui prenait attache avec lui pour lui dire il faudrait faire quelque chose, il faudrait bouger. Nous comptons sur vous pour pouvoir agir et faire quelque chose en matière de contact avec les deux parties en conflit. Alors Abbas Farhat qui posait la question à Abban et qui lui disait suis-je autorisé à agir comme je veux, etc. Abban qui lui disait vous avez le feu vert, allez-y, faites ce qui vous semble bon pour arrêter justement les grands massacres et aller au-delà de cette situation de statu quo qui est survenue justement malheureusement après ce qui s'est passé dans la Wilaya 1. Je parle bien de 1955 et surtout après ce qui s'est passé en août 55. Alors Farhat Abbas, bien plus tard, j'allais dire une vingtaine d'années plus, peut-être plus, bien plus tard, il avait révélé qu'il a été contacté tout le monde, aussi bien en Algérie avec tous les partenaires politico-militaires, qu'avec la partie française, y compris Coty et les autres à la tête du pouvoir au sein de la métropole. La conclusion, c'était quoi? Tout le monde me donnait raison, mais personne ne m'avait suivi. C'est le cas de cette minorité en Algérie qui, en réalité, elle a raison dans sa démarche, dans ses appels à la rupture et à un changement radical qui serait moins coûteux qu'un quelconque changement demain, mais qui, malheureusement, ni le pouvoir dans sa logique irréversible ne pourrait l'écouter ni la suivre, ni la société dans sa situation de léthargie, de fatigue, une société blasée. Elle est complètement fatiguée, elle est cassée dans ses structures sociales, dans ses structures psychologiques, dans son pain quotidien. Ainsi que les autres élites qui devaient, entre guillemets, être, j'allais dire, la machine qui pouvait faire bouger justement le pays, etc. Donc ces trois catégories, malheureusement, d'une façon ou d'une autre, consacrent ce que j'ai qualifié tout à l'heure des trois statu quo. Oui, en effet. Venons-en à présent à l'analyse de l'actualité au sujet de l'arrestation du maintien en détention du général-major Ben Hadid et de son fils. Oui. Alors Ben Hadid, c'est un cas d'étude également. Ben Hadid, que je connais de près, c'est quelqu'un qui défend une conviction. Ben Hadid est un militaire de formation, mais est un civil de mentalité. Et c'est quelqu'un qui, depuis le jour où je l'ai connu, lorsque j'ai commencé à travailler sur les élites militaires et les expériences de transition démocratique à travers quelques pays, quelques expériences du monde, en Amérique latine, en Afrique, en Ibérie, ainsi qu'en Asie du Sud-Est. Et bien sûr, l'Algérie était un des sujets importants de ce cas d'étude. Alors, Ben Hadid n'a jamais cru, en réalité, en le rôle et en le pouvoir de diriger le pays par les forces armées. Il a de tout temps cru en la professionnalisation de l'armée, en la transformation des forces armées en une institution réelle à l'intérieur d'un système de droit, un système républicain, un système démocratique qui ferait la politique de défense, la doctrine militaire du pays, etc. La guerre
Et bien sûr, comme le disent les grands spécialistes de l'art de la guerre comme Clausewitz et les autres, est une chose très sérieuse pour qu'elle soit dirigée seulement par les militaires. Et par conséquent, Ben Hadid, dans ses propos, et là j'ouvre une parenthèse, son discours, sa façon de parler, particulièrement depuis 2004, n'ont jamais été analysés comme étant un discours sérieux. C'est-à-dire le message que voulait lancer Ben Hadid. Ben Hadid ne s'est jamais attaqué à l'armée en tant qu'armée, ou il s'est jamais attaqué au service de renseignement en tant que service de renseignement. Mais Ben Hadid parlait d'un grand dérapage qui continue à enliser l'Algérie dans une situation catastrophique où le pouvoir, avec des facettes différentes, militaro, civilo, financières, est en train de conduire cette fois-ci le pays au grand Big Bang. Lorsqu'on analyse les propos, au-delà du choix des mots, Ben Hadid n'est pas un communicateur, Ben Hadid n'est pas un diplomate, Ben Hadid n'est pas un homme politique, n'est pas un professionnel du verbe, mais Ben Hadid est un citoyen algérien, conscient de ce qu'il avait dit, il a assumé, il allait assumer en tant que citoyen ses propos, mais ses propos à lui sont partagés par la majorité des Algériens, loin des quelques mots, quelques verbes qui ne valent rien en réalité. Il a touché, en réalité, le fin fond du problème de cette élite qui se prépare à succéder à Bouteflika, et je parle bien d'une élite militaro, civilo, financière, qui veut encore prendre en otage le pays pendant les 27 prochaines années. Est-ce que vous pouvez lui donner des noms à cette élite politico-mafieuse, politicienne, financière? Des noms. Oui, bien sûr. Des noms. Mais bien sûr. C'est toute la famille Bouteflika, c'est toute l'alliance des Bouteflika avec la famille sécuritaro-politique, c'est-à-dire les anciens du DRS, comme les nouveaux d'ailleurs, l'état-major, les partis politiques qui sont la véritable alliance et les véritables piliers du pouvoir avec l'administration et les collectivités locales, ainsi qu'une certaine presse qui, par peur, malheureusement, d'un changement quelconque, il faudrait reconnaître aussi que le changement en Algérie n'a pas encore de contenu. Nous sommes dans le même piège historique que celui de la guerre de libération. Il fallait faire la guerre, mais la capacité de construire un État, comme le dit par exemple la déclaration de novembre en 1954, n'était pas facilement concrétisable. La preuve, dès le congrès de Tripoli, c'est le parti État, le parti unique, c'est la même mise des putschistes. Mais Fodel Boumala, est-ce que le maintien en détention de Hassan Ben Hadid, Ben Hadid, pardon, excusez-moi, est-ce qu'il obéit à une logique de représailles? On le punit pour avoir dit ce qu'il a dit, ou est-ce que c'est pour dissuader d'autres voix, éventuellement, de prendre le même chemin? Les deux explications sont réelles et justes. Ben Hadid a été incarcéré pour des raisons personnelles. C'est pas par le fait qu'il ait dit Saïd Bouteflika est un fou, un malade mental, ça n'a rien à voir. C'est pas le fait qu'il ait dit que Toufik n'a pas accompli sa mission comme il se doit, c'est-à-dire n'a pas reconnu ses grandes erreurs historiques depuis les années 90 et particulièrement depuis 1999 et par conséquent rendre le pouvoir aux civils en mettant fin à cette mascarade politique. Et là, je ne partage pas son point de vue parce que Toufik Bouteflika, c'est la même famille. Il le dit d'ailleurs lui-même. Et ça n'est pas moi, ni vous, ni quelqu'un d'autre qui a imposé Bouteflika en 99, ni en 2004, ni violé la Constitution en 2008 pour lui permettre de briguer un troisième mandat en 2009, ni de lui préparer ou de se taire devant ceux qui voulaient l'imposer encore une fois, même gravement malade, en 2014. Donc, c'est une même famille à l'intérieur de la présidence, à l'intérieur du monde des affaires, à l'intérieur des forces armées, je parle des
de ceux qui prennent la décision, ainsi que de leur relais au sein des partis politiques, le RND, le FLN, etc., et des médias et de tous ceux qui s'inscrivent dans la logique de la rente en Algérie. Donc, Belhadid, comme vous l'avez dit, est victime de cette dimension, de cette façon de dire les choses crûment. Et puis, lui, d'ailleurs, ses propos ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas de 2015. Il avait exprimé tout cela bien avant cet entretien avec Radio M et avec notre ami Hassan Al-Qadi. Donc, le pouvoir, au-delà de la façade et de la manipulation, de l'instrumentalisation de la justice, il a voulu se venger clairement, d'une façon illégale, en faisant dans l'arrestation manu militari de Belhadid. Et de son fils. De son fils avant pour un prétexte quelconque. Et puis, de l'autre côté, faire taire un message à tous ceux qui, au sein particulièrement les anciens militaires, qui pouvaient, à la rigueur, réagir d'une façon ou d'une autre ou emprunter le même chemin que celui de Belhadid. Et troisièmement, et là c'est un élément que je voudrais avancer, c'est que le pouvoir, pour pouvoir régler la succession de Bouteflika, il est obligé de passer par le stade de la répression en faisant taire tous ceux qui disent non au régime et en redonnant pour ce qu'il imagine lui à l'Algérie l'autorité de l'État. Alors que le pouvoir d'Alger oublie que l'autorité de l'État, ou bien ce qu'il appelle lui communément Haybat al-Dawla, ne vient pas avec la violence, ni avec la répression, ni avec la terrorisation de la société, ni avec la corruption généralisée et la destruction massive de toutes les forces vives de la nation. L'autorité de l'État, un État qui se respecte, vient de la légitimité, c'est-à-dire du respect de ce qu'on appelle communément dans le droit démocratique du suffrage, du bulletin secret, c'est-à-dire du suffrage universel. L'autorité de l'État vient de la légalité et l'autorité de l'État vient du fonctionnement du pays selon des règles établies, c'est-à-dire des règles institutionnelles établies et reposent sur la légitimité, la légalité, l'alternance et le changement permanent d'une manière pacifique. Fodel Boumala. Oui. Fodel Boumala, je vais être obligé de vous demander, maintenant il nous reste 10 minutes, donc je vais vous demander de répondre de façon assez, disons, lapidaire. Sinon, je voulais juste vous signaler que c'est pour ça, pour les raisons que vous venez de dire, que personnellement je ne dis jamais État, mais régime. Mais sinon, venons-en donc aux questions que je vous demanderai donc de traiter de façon assez rapide, assez brève. Rabrab et ses déclarations au sujet des intentions qu'il prête au régime de vouloir l'incarcérer. Je l'ai écrit d'ailleurs dans un de mes articles, justement c'est pour étouffer et mettre fin au grand scandale de corruption que l'Algérie de Bouteflika a connu. Entre parenthèses, je pourrais vous dire que l'Algérie de Massinissa à Zroual n'a jamais connu autant de corruption, aussi bien sur le plan humain, sur le plan du fonctionnement du régime, que sur le plan des hommes à l'intérieur du régime, n'a jamais connu autant de corruption comme l'a connu depuis 1999. La corruption est la seule institution en Algérie, comme la répression d'ailleurs. C'est la seule institution démocratisée en Algérie. Donc pour faire oublier aux Algériens beaucoup de sujets, particulièrement ces scandales de Sonatrach 1-2, de BRT, de Khalifa, de je ne sais qui, du plan national agricole, des trafics au sein de toutes les entreprises que l'autoroute Est-Ouest, etc. Est-ce que vous savez que celui qui a dénoncé le premier la grande corruption
à l'intérieur du projet Est-Ouest, autoroute Est-Ouest, en l'occurrence Khallabi, est actuellement en prison depuis 2010. C'est lui qui l'a dénoncé. Il a été transformé en accusé. Et puis en accusé principal en 2010, il est resté en prison pendant 5 ans sans être jugé. Et en 2015, on vient de le juger, de prononcer un verdict de 10 ans de prison. Donc, c'est pour faire taire tout ce monde, pour cacher tout cela, pour passer à autre chose, que le pouvoir s'attaque également à quelqu'un comme Rbrab. Moi, je parle de Rbrab, la plus-value économique. Je parle de Rbrab, le créateur d'emplois. Je parle de Rbrab, celui qui fait dans le transfert du know-how. Mais je ne parle pas du fonctionnement de ces vitales et de ces filiales que je ne connais pas et qui doivent être exposées au grand jour, dans la transparence, s'il y a des problèmes, etc., devant une justice indépendante. Mais s'attaquer à tous ceux qui sortent du lot et qui ne sont pas d'accord avec les porte-voix et les porte-paroles du pouvoir, comme le GTA, comme le FCE, comme les partis politiques, etc., ça devient un scandale qui touche cette fois-ci à la structure première de l'organisation socio-économique du pays, à ceux qui veulent travailler au-delà de leur choix, au-delà de leur politique, au-delà de leur rôle au sein de la société. C'est une atteinte directe à tous ceux qui échappent au contrôle du pouvoir. C'est pour cela que Rbrab, il a réagi lui-même avec beaucoup de vigilance et il a invité tous ceux qui peuvent croire à un seul instant aux thèses du ministre Bouchouareb ainsi que de ceux qui s'attaquent à lui au sein du SCE, n'est-ce pas, à ouvrir une enquête, à aller devant la justice, à l'attaquer, mais à vouloir faire taire et casser l'ensemble des institutions dites économiques créées par des patriotes et des Algériens, loin du contenu et du fonctionnement de ces entreprises que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Mais c'est un pouvoir qui s'attaque à tout ce qui est positif et à tout ce qui est potentialité dans le pays. À ce sujet, justement, l'arrestation, Fodel Boumala, j'espère que nous ne l'avons pas perdu. Je vous entends. Donc nous avons perdu sur image, mais vous restez avec nous au téléphone. Au sujet de l'arrestation du journaliste et militant des droits de l'homme Hassan Boras. Voilà un autre cas qui explique la nature du pouvoir d'un côté et la nature de ceux qui prétendent défendre les libertés fondamentales en Algérie et les droits de l'homme. Hassan Boras est harcelé depuis plus d'une dizaine d'années. Il a connu la prison, il a connu la grève de la faim, il a de tout temps été harcelé par les collectivités locales, etc. etc. Tout citoyen, on peut attaquer tout citoyen devant la justice. On peut lester devant la justice. Mais les pratiques coloniales des services de sécurité et de l'administration locale ou nationale contre toutes les voix qui disent non, c'est un scandale. C'est honteux pour un pays comme l'Algérie en 2015. On voit là Hassan Boras qui, en pleine grève de la faim actuellement, a été attaqué comme l'a été au lendemain de l'arrestation Manu Militari, l'arrestation honteuse sur la route de Ben Akdoun du général Ben Hadid. On voit là un cas qui explique également la violence, l'ignorance et l'incompétence d'un pouvoir, mais de l'autre côté, et permettez-moi de le dire avec engagement personnel et amitié à tous ceux qui sont arrêtés, Ben Hadid, Boras et tous les autres, qu'il y a 2 poids 2 mesures en Algérie parmi les militants des droits de l'homme. Il y a 2 poids 2 mesures parmi les défenseurs de la liberté d'expression, etc. Il y a un silence, il y a un mutisme, à l'exception de quelques personnes qui ont réagi contre ces arrestations. Il y a une peur d'un côté qui s'est installée dans le pays, et de l'autre côté, il y a une complicité flagrante parmi ceux-là même, ceux qui n'ont pas osé défendre Ben Habib pour le principe,
non pas pour le contenu. Le contenu, Ben Hadid a dit en pleine émission qu'il assume ses responsabilités. La même chose pour Bourras. Si quelqu'un dérape, si quelqu'un fait dans la diffamation, il est passible d'une condamnation, il n'y a aucun problème, y compris moi-même. Mais que le pouvoir et ses relais fassent dans le silence et dans le mutisme devant des situations de barbarie et d'arrestation hors la loi des citoyens qui disent non, là ça devient un véritable scandale. Alors nous ne pourrons pas, Fodel Boumala, nous ne pourrons pas voir tous les points, mais nous allons voir un dernier. Juste une dernière phrase. Oui, oui. Ce sont ceux-là même qui ont pris la défense de Khaled Nazar à un moment donné ou lorsqu'il a été attaqué en justice ailleurs. À tort ou à raison, c'est un autre sujet. Oui. Ce sont ceux-là même qui l'ont défendu, qui n'ont pas osé défendre Ben Hadid. Ce sont ceux-là même qui ont défendu Toufik, qui ont défendu les achèvements, les seigneuries, ainsi que les acquis de ce général Toufik, qui n'osent pas défendre une voix aussi libre que celle de Ben Hadid. Alors, nous en venons au dernier point, que nous ne pourrons plus traiter qu'un seul point. Par-ci par-là, et qui se taisent devant l'arrestation d'un journaliste de la périphérie qu'ils considèrent comme périphérie al-Bayad, n'est-ce pas? Oui. Qui se taisent devant l'arrestation d'un journaliste comme Hassan Bourras. C'est honteux pour les militants, c'est honteux pour la société, c'est honteux pour tout le monde de se taire devant l'injustice, car les droits de l'homme, la liberté d'expression sont indivisibles. Et le pire, Fodel Boumala, le pire des silences, c'est celui de la corporation des journalistes. Et c'est pour ça que je voudrais traiter donc du dernier point qui nous reste. Malheureusement, on ne pourra pas traiter les autres, de celui de la fermeture d'Al Watan TV. Vous avez environ 2 minutes. Scandale. Oui. En voilà un autre scandale. Ça explique deux choses importantes. L'irresponsabilité du pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui, au lieu de permettre aux Algériens légalement d'agir en créant des sociétés d'audiovisuel en Algérie, en créant des radios et des télévisions comme des journaux en Algérie, lui, il permet aux Algériens de transférer de l'argent à l'étranger pour créer des chaînes de télévision dans de petits pays qui permettent la création de chaînes de télévision comme la Jordanie, le Bahreïn, etc., etc. Et il le sait pertinemment. Il leur donne l'autorisation, à l'instar du royaume chérifien au Maroc, il donne l'autorisation à un moment donné, et puis il a l'épée de Damoclès sur la tête de tout le monde. Donc, cette chaîne qui n'a pas d'autorisation, on se demande, est-ce que Hamid Green, ainsi que ceux qui l'ont, j'allais dire, instruit de fermer le siège et d'arrêter la diffusion de cette chaîne, on se demande si Hamid Green, le ministre de la Communication, ne savait pas que cette chaîne n'a pas encore renouvelé son autorisation. C'est lui qui délivre l'autorisation, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est le pouvoir qui délivre les autorisations. Mais je vous délivre une autorisation, je vous laisse travailler comme vous voulez, à condition que vous soyez un pro-pouvoir. Mais si vous dites non au pouvoir, là je vous attaque. D'ailleurs, permettez-moi de le dire en 2 phrases. La chaîne a été arrêtée parce qu'elle a invité Madani Mezrag, l'ancien émir de l'AIS. Pourquoi n'a-t-on pas arrêté alors le général-major Smaïl Ammari, décédé? Pourquoi n'a-t-on pas arrêté alors que c'est lui qui a entretenu Madani Mezrag, celui qui a négocié avec Madani Mezrag? Pourquoi n'a-t-on pas arrêté Ouyahia? Pourquoi n'a-t-on pas arrêté Bouteflika lui-même ou fermé la présidence de la République? Parce qu'ils ont invité Madani Mezrag non seulement en tant que partenaire de la dite et prétendue réconciliation nationale, mais comme quelqu'un qui a le droit à la parole quand il s'agit de la constitution du pays. On lui a envoyé le texte constitutionnel pour le débattre avec eux et il a été reçu en tant que personnalité nationale par Ouyahia sur instruction bien sûr de la junte militaro-civile conduite par le chef premier, en l'occurrence Abdelaziz Bouteflika. Pourquoi n'a-t-on pas fermé alors la présidence de la République? Qu'a-t-il... Bon, maintenant que Madani Mezrag se détracte et s'excuse auprès de son alter ego, en l'occurrence Bouteflika, ou de ceux qui lui ont tapé sur les doigts, on continue à arrêter une chaîne de télévision que personnellement je ne connais ni le patron, ni autre chose. Moi je défends
Je défends une position, un principe. Merci. Je ne défends pas une ligne éditoriale. Merci Fodel Boumala. Nous arrivons à la fin, nous avons même débordé, mais c'était un réel plaisir de vous écouter. Merci de nous avoir éclairés, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre fougue, qui ne le dispute en rien à votre lucidité. En espérant vous revoir plus souvent sur cette chaîne. Salam alaikum, qawala khair, salama.